Éditorialiste, écrivain, Christophe Barbier, observateur de la vie politique française, auteur de pièces de théâtre. Alors là, pour le coup, on a une pièce de théâtre, c'est la vie politique, et Christophe Barbier, j'imagine. Alors, on voit le livre « Moi, Jean-Luc aime », c'est le dernier bouquin que vous avez publié chez Grasset. C'est un portrait de Jean-Luc Mélenchon. C'est à l'actualité de ce qui est en train de se passer. On va en reparler, bien sûr. Mélenchon est toujours au centre du jeu, là, Christophe Barbier. Oui, plus que jamais. Moi, j'ai inventé une situation de fiction dans la première partie de ce livre, où on est en septembre 2026. Il doit dire à 20h s'il se présente à la présidentielle ou pas, et il raconte sa vie. Et la vie de Mélenchon, c'est un sacré roman, hein, donc il y a vraiment de quoi faire une pièce de théâtre. Et il se met dans cette position qu'il occupe aujourd'hui, c'est-à-dire que ça se passe autour de lui, ça se passe avec lui. Bah, regardez depuis la dissolution. Le Front Populaire, alors c'est lui le Premier ministre si le Front Populaire l'emporte, ou c'est pas lui le Premier ministre? Ah ben tous les jours, tous les jours. Là, encore le premier tour. On dit non, ça ne sera pas lui. Voilà, ça ne sera pas lui. Mais il est là. Il est comme celui dont on n'arrive pas à se débarrasser. Le soir du premier tour, qui vient à la télé en premier? Jean-Luc Mélenchon, accompagné par Rima Hassan avec son kéfier. Belle provocation. Donc il continue à donner le là au sein de la gauche. Alors évidemment, la gauche nous dit mais non, c'est fini Mélenchon, les LFI vont faire sécession, Ruffin, Autain, on compte sur eux, et puis on fera sans lui après. On a fait le Front Populaire avec lui, on fera sans lui. Moi, je constate deux choses. Juste après la dissolution, Glucksmann, qui avait dit plus jamais les LFI, c'est fini, il est allé pactiser avec eux. Il est passé sous les fourches codines de Mélenchon. Et puis juste après le premier tour, Gabriel Attal, qui avait dit mais Mélenchon, c'est un danger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un désistement, y compris pour les LFI les plus mélenchonistes, les plus radicaux, les David Guiraud, les Alma Dufour, les Louis Boyard. Donc, il reste ce trou noir de la politique française, Jean-Luc Mélenchon. Il attire à lui toute la matière et il la détruit. Oui, c'est un personnage absolument incroyable. Là, on l'entendait encore dire, il y a nous et eux, le Rassemblement national, et au milieu, il n'y a rien. Oui, parce qu'il dit. Il a compris il y a quelques années que droite-gauche, ça marchait plus. Et en fait, il fallait instaurer une coupure peuple-élite. Il fallait être le peuple contre le système. Et il y a deux partis qui ont préempté cela, c'est l'extrême gauche LFI et l'extrême droite RN, ceux qui occupent les deux bouts de l'hémicycle. Ils ont compris que la gauche et la droite classique, qui depuis 60 ans dirigeaient le pays, se sont effondrés. Macron en a profité dans un premier temps, et eux, ils veulent en profiter dans un deuxième temps. Le clivage droite-gauche, remplacé par le clivage droite radicale, gauche radicale, comme une tenaille qui écrabouille chaque jour un peu plus les centristes et les modérés, les Modem, les macronistes, les LR, qui sont en train de s'étioler. Oui, on a tout dit sur Jean-Luc Mélenchon. On l'a même dit parfois, peut-être qu'il pouvait avoir intérêt à la victoire de Bardella, c'est-à-dire que Bardella devienne Premier ministre avec une majorité absolue, et qu'au fond, c'est pour ça qu'il apparaît à la télévision, parfois même s'il sait qu'il est un repoussoir, mais il vient quand même. C'est un révolutionnaire, Jean-Luc Mélenchon. Gagner le pouvoir par les urnes, c'est pas forcément ce qui l'intéresse. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un moment politique qui provoque la révolution. La révolution qui va faire tomber le régime qu'il déteste, la Ve République, le système économique qu'il honnie, le capitalisme, et la structure sociale qu'il abhorre, la bourgeoisie. Pour provoquer cette explosion, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, ça lui convient. Alors il avait plutôt prévu 2027, être au second tour face à Marine Le Pen. Elle est largement élue, mais dans la rue, on n'accepte pas. On se révolte. Les banlieues, les étudiants de Sciences Po se liguent pour refuser dans la rue le pouvoir sorti des urnes, le délégitimer. C'est un peu ce qu'il essaye de faire en ce moment, en se disant, tiens, s'ils ont la majorité absolue, peut-être que le 8 juillet, il y aura quelque chose qui se passera dans le peuple qui permettra de combattre le résultat des urnes. Donc ça veut dire Christophe Barbier qui n'a aucune chance, Attal, Macron derrière n'ont aucune chance d'obtenir ce fameux gouvernement pluriel avec la France insoumise. À l'heure où nous parlons, à l'heure où nous parlons, avoir une majorité qui aille de Boris Vallaud à Laurent Wauquiez, en passant par Hollande, Attal, Borne, Dominique Voynet, etc., moi, je ne vois pas comment ça fait 289 députés, sans les LFI. Donc, il faut y adjoindre les LFI. Mais vous pensez vraiment que Laurent Wauquiez pourrait cohabiter avec les élus de la gauche, avec Manuel Bompard? Là, ça devient de la politique. D'ailleurs, Bompard a dit qu'il n'ira pas. Il n'ira pas. Il ne veut Donc, pas. l'arc-en-ciel, il se limite à PSLR. Et encore, c'est ambitieux parce qu'ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. Ça ne fait pas de majorité dans le pays et surtout, ça fait un gouvernement très fragile. Parce que si vous avez 80 LFI et 240 RN, ça fait une majorité, donc la motion de censure, elle est votée comme ça. Et de toute façon, dans le nouveau Front Populaire, c'est LFI qui domine, et qui nous ont dit d'ailleurs que c'est le groupe principal qui choisira le Premier ministre en cas de victoire, et ils veulent une victoire. Alors, est-ce que ça peut être battu en brèche? Les socialistes disent, avec les désistements, avec le Front républicain, vous verrez, il y aura plus de députés PS que de députés LFI. À voir dimanche prochain. Mais surtout, ce qui pourrait permettre cela, c'est que les socialistes, les écologistes et éventuellement les communistes forment un seul groupe, c'est-à-dire une NUPES anti-Mélenchon.
Est-ce que ça arrivera? J'y crois pas. Oui. Par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il y a 5, 10, 12, 15 LFI qui pourraient faire sécession derrière Ruffin, Autain ou Corbière? Je n'y crois pas non plus. Je vois Ruffin. D'abord, s'il est réélu, Ruffin, ça sera grâce au retrait de la candidate macroniste. Donc il va arriver chez ses camarades, ils vont lui dire « Tu t'appelles François Macron. Tu n'es plus LFI, tu es un LFI sous condition. Validé par Macron, tu es un LFI perverti. » Mélenchon va s'employer à délégitimer Ruffin. Oui, mais enfin, c'est quand même incroyable, Christophe Barbier, vous qui observez la vie politique depuis si longtemps, de voir Attal qui disait il y a 15 jours que le mal absolu, c'était la France insoumise, et puis maintenant d'appeler ses candidats à faire élire des gens de la France insoumise, et ou des gens de la France insoumise se retirer pour faire élire Elisabeth Borne, ou par Gérald exemple. Darmanin, bien ou sûr. Gérald Darmanin. Alors, tout ça est hallucinant. Hallucinant. Alors, soit on regarde ça avec l'œil cynique de la tactique politicienne, de la tambouille machiavélique. C'est comme ça, souvent, des alliances de contraires, parce qu'il faut bien gagner. Soit on regarde ça avec un peu de hauteur au nom des principes et des valeurs, et on se dit c'est pas possible. Or, les ruptures avec ces partis extrêmes, c'est quand même des ruptures de principe. Vous ne pouvez pas être avec LFI en fonction de ce qu'ils ont dit depuis le 7 octobre. Vous ne pouvez pas être avec le RN quand ils parlent des binationaux qu'il faut exclure. Donc quand vous faites des alliances, Attal avec LFI ou bien Ciotti avec RN, vous vous corrompez. Vous êtes quand même dans l'abandon de vos principes. Oui. Et ça, je pense que ça fait beaucoup de mal à la politique. Pour eux, ce n'est qu'un temps tactique pour contrôler les événements de l'intérieur. Pour les électeurs, pour les électeurs, c'est quand même des ruptures de principes, de valeurs. C'est des Rubicons éthiques qui sont franchis. Oui, mais pour les électeurs, est-ce que ça a un sens, ce fameux front républicain anti-RN? Alors, les électeurs disent parfois qui est républicain. Le RN est un parti parfaitement républicain, et parfois même, ils accusent du côté de la France insoumise des gens de ne pas être républicains. Qu'est-ce qu'on voit depuis quelques semaines? On voit une candidate RN qui a une photo où elle porte une casquette nazie. Donc vous voyez, le travail de nettoyage, il n'a pas été complètement terminé. Et puis, vous avez de l'autre côté Raphaël Arnaud, le patron de la Jeune Garde, dont des nervis ont été mis en garde à vue parce qu'ils ont tabassé un jeune juif dans le métro il n'y a pas un mois. Donc vous voyez, des deux côtés, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable qu'on soutienne de tel candidat. Donc ça veut dire que dans cette polarisation du débat politique, on perd en conditions, en exigences éthiques. Et ceux qui prêtent la main par des alliances électorales, Attal vis-à-vis de LFI, comme Ciotti vis-à-vis du RN, ils participent à cette dégradation de la vie politique. Alors que vont faire les électeurs? Là, ils sont revenus en masse voter, les électeurs. C'est un moment politique important. La cuisine électorale, ça leur plaît pas. Ils n'obéissent pas aux consignes, les électeurs. En revanche, l'électeur français, il sait qu'au premier tour, on choisit et au deuxième, on élimine. Donc quand il ne reste que 2 candidats, eh bien, ils élimineront celui qu'ils aiment le moins, même s'ils n'adhèrent pas aux idées de l'autre. Et puis, il y a une troisième voie, c'est le vote blanc. La peste et le choléra, je ne choisis pas. Je suis un citoyen, je vote, mais je vote blanc parce que là, non. Je ne peux pas éliminer, je voudrais éliminer les deux. Donc, comme je ne peux pas éliminer les deux, je vote blanc. Si on comptait les votes blancs comme suffrage exprimé, eh bien, je pense que le blanc arriverait en tête dans un certain nombre de circonscriptions où il y a RN et LFI au second tour. Alors qu'un Premier ministre blanc. Voilà, il faudrait trouver... Alors, est-ce que c'est ça le gouvernement technique que certains appellent de leur vœu en disant mais on va mettre des super fonctionnaires neutres, des gens qui n'ont pas de politique, ils géreront l'État, ni de droite ni de gauche. Et là, ça ne marche pas comme ça. D'abord parce que ce gouvernement, même s'il est technique, il va à l'Assemblée, une Assemblée où il y aura les éructations de la gauche et les filles, les proférations de la droite RN, ça sera intenable pour ces pauvres fonctionnaires qui seront des ministres dévoués. Et puis enfin, nous sommes un pays politique. On veut des gestionnaires, bien sûr, on veut que l'État soit tenu, c'est un métier, il faut des professionnels. Mais on veut un cap, on veut une direction, on veut qu'il y ait un sens historique à un gouvernement. Si c'est des hauts fonctionnaires qui pilotent, ça ne plaira pas longtemps. Oui, et puis derrière ça, il y a eu un vote au premier tour, Rassemblement national, en plus un vote, on a vu rural, la France des provinces, la France des villes a voté plus à droite, ou LFI à Paris. Donc il y a des ruptures comme ça territoriales. Et au fond, est-ce qu'on peut se dire que tous les gens qui ont voté RN vont se retrouver avec un Premier ministre, par exemple, socialiste, si cette alliance fonctionne? Est-ce que ça, c'est possible démocratiquement? C'est-à-dire qu'on est dans cette logique de la troisième force qui avait été inventée en 1947. Il y avait 2 extrêmes, à l'époque les gaullistes et les communistes, là c'est Mélenchon et Le Pen. Face à ces 2 extrêmes qui, à eux deux, font 60-65% des votes,
Ben, au milieu, la troisième force, elle s'unit pour rejeter les deux. Et comme ils ne peuvent pas s'entendre, les deux extrêmes, on se glisse entre les deux. Oui, sauf qu'à un moment donné, on finit par être écrabouillé. Et c'est peut-être ce moment dont on s'approche. Cette France des extrêmes, si à un moment donné, le pouvoir politique s'organise pour accoucher toujours d'un gouvernement qui ne représente ni les uns ni les autres, elle peut se dire que dans la rue, on va faire respecter la loi. On l'a un peu vu avec les Gilets jaunes. Mélenchon l'appelle de ses voeux parce que c'est un révolutionnaire. Pour l'instant, le RN continue à jouer la respectabilité, pour l'instant. Mais en effet, on peut chauffer à blanc cette nouvelle sociologie de la République française. Non, la vraie solution, elle est ailleurs. C'est que dans la droite républicaine, dans la gauche républicaine, surgissent des hommes et des femmes avec des programmes de gouvernement qui répondent aux aspirations du peuple. Une partie du peuple veut plus d'ordre, plus de sécurité, plus de protection. Une autre veut plus d'aspiration sociale, d'aide, de soutien, de promotion. On peut mettre les deux ensemble. On peut essayer de mettre les deux ensemble, on peut faire la part de l'un et la part de l'autre en ayant des priorités. C'est ce qu'ont réussi à faire la gauche et la droite pendant 60 ans dans l'alternance. Sauf qu'ils ne réglaient pas les problèmes. C'était l'alternance des échecs. C'est pour ça que les Français se sont tournés vers autre chose, Macron, et peut-être aujourd'hui le fameux « on les a pas essayés », c'est-à-dire le RN. Oui, mais lorsque Emmanuel Macron dissout l'Assemblée, il dit au peuple, j'ai décidé de vous donner la parole. Et là, on a l'impression que c'est inaudible. Bien sûr, parce que Emmanuel Macron était persuadé que la gauche était irréconciliable et allait s'exploser, donc disparaître, et que la droite était tellement faible qu'il allait venir à lui. Et qu'il aurait donc 320 députés entre les macronistes et les républicains qui venaient travailler avec lui. Ben non, la gauche, elle s'est reconstituée en 48 heures, parce que la logique d'appareil pour sauver des postes a été plus forte que la logique des principes qu'on avait entendus dans les européennes. Et la droite, elle s'est cassée en deux avec ceux qui sont partis vers le RN et ceux qui sont restés tout seuls à couler sur le bateau. Le calcul de Macron du dimanche était faux le mercredi. Donc on va avoir une situation illisible et inaudible. Il faudra bien quand même continuer à gouverner. Il faudra passer les Jeux Olympiques, il faudra faire un budget 2025. Ça ne va pas être simple. Mais un mot encore sur cette question de républicain ou pas républicain. On entendait, par exemple, Bruno Le Maire qui disait on peut s'allier avec des communistes, on peut se désister pour des communistes. Ce sont des républicains, mais pas ceux du RN. Voilà. Alors, qui, au fond, qui est républicain? Alors, si je reprends votre bouquin, Christophe Barbier, moi, Jean-Luc M., lui, il a dit la République, c'est moi. Ah oui. Et donc là, lui, alors est-ce qu'il est républicain, Jean-Luc Mélenchon? Si être républicain, c'est respecter le processus démocratique des votes. Bon, ils sont tous républicains, tous ces gens-là. Si être républicain, c'est respecter certaines valeurs. Celui qui veut quitter le droit du sol pour passer au droit du sang, il est hors de la République. Celui qui veut passer dans la spoliation de la propriété privée, comme on entend parfois à l'extrême gauche, il se met hors de la République. La première convention, la première constitution de la République française, la propriété privée était en son cœur. Donc on commence à voir qu'au nom des principes, on sort de la République. Et puis, dire la République, c'est moi, dire le peuple, c'est moi, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, mais comme le disent aussi ceux d'extrême droite, c'est faire du populisme. Et le populisme finit par ne pas être républicain, parce que forcément, le populisme, à un moment, il accouche de l'autoritarisme, de la démocrature. Démocrature, c'est démocratie, les gens ont voté, mais c'est dictature, parce qu'on serre la vis à tout le monde. Sinon, on ne peut pas appliquer le programme. Ça donne Chavez, ça donne Orban. Et c'est cela que la stéréophonie des extrêmes nous promet. Non, mais un discours extrêmement violent. Vous avez entendu ce clip, là, 9 minutes de rappeur. On va en voir des images qui tient des propos, alors, anti-Rassemblement National. Oui, mais surtout anti-femme, anti-respect de l'homme. Il y a des phrases comme sale pute à propos de Marion Maréchal. C'est même illégal. Bon. Oui, pourquoi? Mais certains à gauche estiment que c'est c'est respectable. Non, c'est indéfendable. C'est indéfendable. Et si on laisse aller cette violence que l'on voit dans les réseaux sociaux, que l'on voit dans la société, dans l'hémicycle, dans les institutions, on se promet à des jours tempétueux. Oui. Un jour, cette violence, elle va exploser. Quand Macron dit RN ou LFI, ça peut nous mener à la guerre civile, il a tort de le dire. Parce que la guerre civile, c'est la guerre d'Espagne, c'est les Russes blancs contre les Russes rouges. C'est un moment où on s'entretue. On n'en est pas là. Mais il ne faut pas laisser passer ce genre de message, parce que quand on dit « Jordan, t'es mort, Marion est une pute », on donne l'impression que la violence est légitime. C'est pratiquement des appels au meurtre. Il n'y a plus d'adversaires, il n'y a que des ennemis. Il faut les détruire. Arrêtons cela très vite. Si on n'arrive pas à le faire en ayant un gouvernement de modérés, des Jacques Delors, des Simone Veil, des Pierre Mendès France qui reviendraient, il faudra bien le faire, ce triomphe de la modération, par les forces de la société civile, les associations, les médias.
Franc-Tireur, le journal que nous avons créé avec Raphaël Enthoven et Caroline Fourest, c'est un journal contre tous les extrêmes. Nous voulons être des extrémistes de la nuance et de la modération. C'est là où il y aura une issue. L'issue est sans doute dans la société civile, qui ne veut pas s'entretuer, plutôt que dans la société politique. Mais là, revient une petite seconde, d'accord, pour finir cette émission sur Moi, Jean-Luc M, votre bouquin. Lui, il en a fait une théorie, c'est la bordélisation, c'est le conflit permanent. C'est un révolutionnaire. Il pense qu'à un moment donné, il faut passer par un moment de violence féconde. Victor Hugo, le peuple a sa colère et le volcan sa lave, qui dévaste d'abord et qui féconde après. C'était le rêve des communards. Mélenchon est le dernier des communards. Il veut reprendre ce qui s'est interrompu en mai 1871, c'est-à-dire un processus révolutionnaire. Merci Christophe Barbier. C'est encore mieux qu'une pièce de théâtre. Hein. Ah non, bah là, mais on a vécu un grand là, moment. on est dans une sorte de farce, de tragicomédie. Ça peut être une tragédie, il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. Moi, Jean-Luc M, voilà le bouquin chez Grasset, votre portrait côté pile et côté face de ce fameux Jean-Luc M. On ne dira pas son nom. Merci Christophe Barbier d'avoir été avec nous. Merci à vous.